Dans cette webconférence, nous verrons successivement ce qu'il faut savoir, quelques théories sur les types de contraction, puis les types d'exercices et la récupération associée, les règles à respecter, quelques exemples chez le cheval. Vous voyez à droite un exemple typique d'un piano en train d'être monté. On sait que sauter un contrôle demande plus d'efforts que sauter le même vertical, mais que dans un contrôle, le cheval va se tirer avec ses antérieurs, donc va faire un geste qui va être légèrement différent, développer sa musculature différemment que s'il avait sauté un vertical violent. J'aurai quelques photos comme ça pour illustrer un petit peu mes propos. Alors commençons par un peu de théorie avec ces deux images, notre contrôle dont on vient parler précédemment, et à droite une pesade. Et les différents types de contractions. Je vais vous parler de l'utilité du renforcement musculaire. Quand vous travaillez, vous devez penser qu'est-ce que le type d'exercice va apporter. Il faut savoir que suivant le type d'exercice, on développe dans le muscle la structure, c'est-à-dire le nombre et le volume des fibres musculaires. On peut développer la commande nerveuse et développer ou les propriétés élastiques. Tout le monde a le souvenir un petit peu dans ces études sur les 4 types de contractions musculaires que je vais vous rappeler. La contraction concentrique, c'est la réduction de la longueur du muscle. On le trouve par exemple dans les muscles fessiers lors de la poussée, dans le trot ou le galop allongé, ou dans l'image qui est à droite, la poussée des postérieurs dans le saut. On peut avoir, deuxièmement, la contraction isométrique, c'est-à-dire que le muscle travaille en gardant sa même longueur. Eh bien, c'est l'exemple de la pesade que l'on voyait dans la diapositive précédente. On peut avoir la contraction excentrique, c'est-à-dire que le muscle travaille en s'allongeant. C'est à la réception, comme on le voit dans l'image qui est à droite. On l'oublie souvent, le muscle travaille énormément dans ces phases-là. Enfin, les exercices de pliométrie, je rappelle qu'au cours d'un bref instant, on passe d'étirement puis contraction. C'est ce qu'on pourrait trouver dans les allures du passage, dans le terre-à-terre, dans les sauts de puce, ou dans une série de contre-bas, contre-haut, contre-haut, contre-bas. Quelques remarques dans ce transfert de ce que l'on connaît chez l'homme au cheval. Rappelons-nous que pour développer la masse musculaire, il faut prolonger l'exercice jusqu'à l'utilisation complète des ressources ATP. Donc on va assez loin. Et chez l'athlète humain, il faut plusieurs exercices sévères, successifs pour arriver à ce résultat. Mais pensons bien que chez le cheval, il y a l'absence de motivation, l'usure morale que ça peut engendrer, et que nous avons nous-mêmes une méconnaissance entre relation exercice et muscles réellement sollicités. C'est en général peu connu des cavaliers. Certains cavaliers ont travaillé avec des charges, mais pourtant on n'a pas de machine spécifique pour développer un muscle particulier, comme on l'aurait dans une salle de sport. D'autres cavaliers ont utilisé leur poids, le tapis, en mettant les tapis lourds sur les chevaux au box, des mascottes aux membres, le frein sur un sulky ou le poids de la voiture d'attelage. Mais attention, chez le cheval, le travail en charge peut entraîner une altération de l'allure lorsqu'il est pratiqué à l'excès ou trop souvent. On devra garder cela en mémoire à chaque fois qu'on utilisera ces moyens artificiels. Nous verrons ensuite les différents types d'exercices et penser qu'à chaque type d'exercice correspond une récupération associée. Petite image en dessous du saut de puce. On a rappelé dans une diapositive précédente que pour muscler, il faut rechercher l'épuisement de l'ATP. Ça se fait par une répétition, une durée et ou une intensité qui conduit forcément à ce que la récupération requiert toute notre attention. On ne peut pas avoir épuisement sans penser à cette récupération. Et chez l'homme, ce délai est de plusieurs jours, à la fois pour récupérer et à la fois pour qu'il y ait réellement un gain. On parle chez l'homme de récupération différée, c'est-à-dire le délai pour éliminer la fatigue et retrouver l'intégrité du muscle. Cela correspond parfois à plusieurs semaines, notamment dans les travaux les plus efficaces qui sont les travaux d'isométrie ou excentrique. Isométrie à longueur constante, excentrique, vous savez, avec le muscle qui s'allonge. Et cela veut dire que ces travaux les plus efficaces ne doivent pas se trouver en phase terminale de préparation, parce qu'on n'arrivera jamais à régénérer les muscles avant d'avoir la compétition.
Pensons que si on va chercher l'épuisement, si on développe la force maximale, il va falloir une récupération entre les séries dans notre séance. Et cette récupération, contrairement à ce qu'on a pu faire, par exemple en cross avec la récupération active, ici, la récupération va être à l'arrêt ou au pas, parce que c'est le meilleur moyen pour resynthétiser l'ATP et repartir sur une nouvelle série. Petite note sur les différentes formes d'exercices que l'on trouve chez l'homme. On trouve 3 types d'exercices. Le développement du volume et de la masse musculaire, le développement de la force-endurance, le développement de la force-vitesse. Le premier, le développement du volume et de la masse musculaire se fait avec une force qui est proche de la force maximale, voire supérieure, si on utilise de l'isométrie ou de l'excentrique, puisque dans l'excentrique, je peux aller plus loin que la force max, puisque mon muscle va s'allonger. Donc c'est en général des séries intenses, nombreuses, avec toujours une période de repos importante. Là, vous voyez, dans cet exemple, 7 minutes de repos et 1 à 2 semaines pour une totale récupération. Donc on voit bien l'espacement entre les séances de ce type. Par contre, quand je recherche de la force endurance, je travaille avec des forces inférieures à la force maximale, mais beaucoup de répétitions. Par exemple, chez l'homme, 6 séries de 6 répétitions avec 5 minutes de repos et 2 jours pour une totale récupération. Troisième point, le développement de la force-vitesse, c'est une force inférieure à la force max, mais une exécution très rapide. Par exemple, 10 à 20 séries de 15 répétitions de 5 à 7 minutes de repos. Tous ces exemples montrent l'intensité qui est importante pour obtenir ou espérer un renforcement musculaire et la durée du repos entre les séries et entre les sessions. Regardez-vous dans un manège, c'est rare si vous allez passer 5 ou 7 minutes au pas ou à l'arrêt entre deux séances d'exercice. Quelques exemples. Par exemple, ici, une pirouette au galop, où le cheval se porte sur un seul postérieur. Eh bien, cette pirouette, je peux faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, puis marcher au pas. Je peux aussi faire des quarts de pirouette, et ensuite je poursuis au galop en ligne droite, requart de pirouette, regalop, l'exercice du carré que l'on connaît. Eh bien, pour ces 2 types d'exercices, les effets seront différents. Je travaillerai plutôt dans un cas de force maximale parce que je vais faire jusqu'à ce que le cheval ne soit plus capable de faire un tour, à des exercices plus fréquents mais de plus faible durée. Cette partie va concerner un certain nombre de règles que j'essaie de transcrire de la connaissance chez l'homme au cheval. La première règle, c'est qu'on doit toujours combiner les muscles, la sollicitation des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Parce que si je ne développe pas les muscles antagonistes, ils ne seront pas assez forts ni élastiques. Et ces muscles-là, en fait, freineront prématurément le mouvement général qui est engendré par les muscles agonistes. Par exemple, sur l'appuyé, ici un appuyé à gauche, les muscles qui élèvent l'épaule vers la gauche, je dois développer aussi les muscles internes qui se trouvent entre les 2 antérieurs, de manière à ce que le geste puisse prendre toute son amplitude et être harmonieux. Alors ça va être facile pour mon appuyé parce que je vais pouvoir me dire, je vais faire un appui à main droite, un appui à main gauche. Je vais pouvoir aussi, on verra, épaule en dents appuyée ou avancer, reculer. Deuxième règle, rechercher l'amplitude de mouvement. Je dois toujours faire mon renforcement musculaire dans les longueurs utilisées au moins dans l'exercice de la compétition. C'est-à-dire que je ne crois pas au développement de la musculation pour un galopeur en faisant des montées au pas, même à forte amplitude, ou au galop si je galope sur de petites foulées. Il faut que je travaille dans l'amplitude du mouvement. À l'obstacle, c'est pareil. À faire des petits sauts, je ne vais pas générer les mêmes effets que si je saute sur des amplitudes correspondantes. Il faut donc mes muscles agonistes, mais aussi mes muscles antagonistes, travaillent dans toute leur amplitude. Je peux aussi varier, c'est comme un cheval de dressage, je dois aussi pouvoir galoper à l'extérieur, le nez plus étendu, et si possible sauter de petits obstacles alors qu'on a toujours peur que ça va dégrader le rassemblé. 2 autres règles. Attention à la spécialisation. Développer la musculature générale, même si le cheval est hyper spécialisé comme un cheval de spectacle, je parle à nos sauteurs en liberté par exemple au cadre noir, c'est un risque. C'est un bénéfice. Il faut absolument le faire. C'est un gage d'équilibre et d'harmonie musculaire qui contribue significativement à réduire les risques tendineux. Et donc la recommandation serait de débuter le renforcement musculaire général avant de se spécialiser et surtout de développer l'ensemble de la musculation
et notamment des épaules qui est plus compliqué à développer chez le cheval, avant de développer la poussée des postérieurs qui se développe beaucoup plus facilement. Puis, après, dans le travail, je dois mener en parallèle musculation générale et musculation spécifique. Deuxième volet, rechercher le relâchement. Un muscle va pouvoir se muscler s'il est décontracté afin qu'il puisse jouer dans toute son amplitude. Donc les recommandations, renforcement musculaire, je vais plutôt utiliser les exercices que le cheval exécute le plus facilement pour ne pas avoir de contraction, de difficulté à réaliser l'exercice dans toute son amplitude. Et le cheval va découvrir toutes ces amplitudes dans un faible état de stress. Par exemple ici, chez le cheval, un trot allongé, on remarque la position de l'encolure relevée. On ne peut pas allonger avec un cheval qui s'effondre devant. Je ne peux pas dégager les épaules, muscler mes épaules si le cheval est effondré devant. L'ouverture de la tête en colure. Je ne peux pas demander une poussée des postérieurs avec prématurément un cheval qui est trop enfermé et qui donc son ligament supérieur, l'érectospinal, va être un facteur limitant pour l'engager les postérieurs. Vous remarquez également que pour que le cheval puisse pousser et avancer son postérieur, il va falloir qu'il le dégage après. Le mouvement vers l'avant est aussi important que le mouvement vers l'arrière. Différents exercices. Règle 1, varier les conditions, c'est-à-dire différentes longueurs ou vitesses d'allongement des muscles. Des contractions concentriques, excentriques qui sont mixées. Quelques exemples. Eh bien, par exemple, mettons épaule en dents, puis trop allongé sur le cercle. Pourquoi? Parce que dans l'épaule en dents, je vais pouvoir préparer et positionner mon postérieur vers lequel je vais demander donc un renforcement de sa poussée, donc un développement des muscles de ce postérieur, et mon trop allongé sur le cercle pour pouvoir le garder toujours dessous pendant, sans que jamais il s'ouvre dans mon trop allongé. Les muscles ainsi vont travailler dans différentes tensions, longueurs et vitesses d'exécution. Exemple suivant, quelques foulées d'épaule en dents suivies d'un appuyé. Les muscles adducteurs vont à ce moment-là travailler successivement comme agonistes et antagonistes, les muscles de l'épaule, dans mon épaule en dents en se dégageant et ensuite dans mon appuyé en s'ouvrant vers l'avant. Dans le reculé, par exemple, reculer, repartir au trot, que ce soit en main ou montée, les muscles habituellement sollicités juste pour le soutien, pour l'élévation du membre, vont devoir contribuer à mouvoir la masse du cheval, notamment vers l'arrière. Donc c'est un exercice qui est très utile parce qu'il y a des muscles nouveaux qui vont se retrouver sollicités alors qu'ils ne le sont pas habituellement, ou du moins pas à ce niveau d'intensité. Un mouvement doit être juste pour être utile. La qualité du mouvement, même quand je fais de la musculation, est hyper importante. Mon épaule en dents ne peut être que de 3 pistes et non de 4 pistes. Il faut que j'ai un bon placement de mon postérieur pour lui permettre de développer une poussée qui soit utile. Sinon, il va escamoter mon mouvement. Mon appuyé ne peut se faire qu'en équilibre en avançant, c'est-à-dire que l'encolure doit être sortie vers le haut pour que mes épaules soient libres pour pouvoir se croiser. Il doit se faire en avançant de manière à ce que tout contribue à ce mouvement. Et donc, il faut absolument que mon épaule interne soit dégagée pour qu'elle puisse s'élever et progresser vers l'avant. C'est une condition indispensable pour augmenter la poussée. Donc la qualité du mouvement, et combien on voit des fois des horreurs avec des chevaux dans lesquels on demande des mouvements de piste alors qu'ils sont enfermés, qu'ils sont écroulés de devant, qu'ils ne sont pas en équilibre, on pourra en faire des heures, ça n'aura pas d'efficacité réelle. Bien sûr, et ça nous le connaissons tous, l'attitude dépend du niveau de dressage. L'encolure va monter progressivement en fonction de la souplesse et de la force du dos du cheval. Langue tête encolure, j'en reparlais précédemment, se ferme progressivement. Je ne peux pas travailler un cheval enfermé, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir le muscler là-dedans. On voit bien d'ailleurs, c'est que la base de l'encolure ne se développera que si j'ai une encolure qui est positionnée vers le haut, qui se tient. Le cheval doit rester léger et décontracté. On a parlé tout à l'heure de l'effet de la décontraction, de l'absence de stress. Et évidemment, tout le monde sait bien qu'on muscle le cheval, pas le cavalier. Pensez à faire se succéder étirement et contraction. Tout exercice doit permettre d'étirer le muscle, le contracter, de nouveau l'étirer. Donc c'est vraiment dans la variété des exercices que l'on va pouvoir s'en tirer. Quelques exemples. Je fais une pirouette au galop, donc un mouvement très rassemblé,
et il va être suivi d'une extension de l'allure sur une encolure basse. Je vais faire l'allure du passage qui va être suivi d'un trot ou un galop avec une extension d'encolure. Je vais faire un galop à faux avec la courbe, par exemple sur une serpentine, la courbe opposée avec un galop juste, donc, ou un galop à moyen. Donc un galop juste en étirant mon cheval vers le bas, un galop moyen bien droit en équilibre. Alors que mon galop à faux, lui, devra être absolument le cheval droit, puisqu'il ne doit jamais s'échapper à droite et à gauche par ses épaules. Nous avons parlé tout à l'heure de la dureté des exercices de musculation, de leur sévérité et des temps de récupération. Donc ça veut dire qu'il faut planifier ces exercices. On doit placer plutôt les cycles de renforcement musculaire en dehors de la saison de compétition. Un vrai cycle entraîne indubitablement de la fatigue et donc des phases de récupération qui sont importantes. Actuellement, certes, nous avons une faible connaissance chez le cheval des conséquences d'exercices de musculation sévères. Donc, prenons un petit peu de marge, travaillons ça plutôt pendant l'hiver, de manière à ne pas être ennuyé par le séquencement des compétitions après. Inversement, il faut privilégier le travail volontaire en phase de pré-compétition. Le travail volontaire, c'est le travail qui est demandé par l'homme ou par l'athlète, qu'il soit homme ou cheval. C'est souvent un travail en concentrique, parce que ce travail en concentrique met en œuvre une activité électrique plus importante que le travail en pliométrie ou en excentrique, qui est un travail qui est subi. Et ce travail en concentrique, il va favoriser la vitesse du geste, qui est pour nous très importante, par exemple, à l'obstacle. Mes conclusions, et nous arrivons à la fin de cet exposé, des conclusions que tout le monde doit se rappeler parce qu'elles sont relativement banales, mais l'attitude juste et la décontraction. Pensez-y à chaque fois que vous voulez muscler, on ne peut pas muscler dans des attitudes qui ne soient pas correctes. Développer la force des épaules par leur mobilité et avant celle de l'arrière-main. L'arrière-main, comme je vous le disais, c'est assez facile, elle se développe presque toute seule. Jouer sur la progressivité du relèvement de l'encolure et la fermeture de l'entête encolure. Il est de toute façon important que même chez le jeune cheval qui se tienne, donc quand l'encolure soit un peu plus haute, et il faut y aller progressivement pour que ça soit pas nuisible. Et enfin, faites l'effort, surveillez à ce qu'il y ait une transmission correcte de la poussée des postérieurs aux épaules avant toute spécialisation. Et cette poussée, vous vous rappelez, c'est tout simplement le cheval sur la main qui tend ses rênes par la poussée des postérieurs. Et ça, vous devez l'avoir avant de commencer toute spécialisation et surtout tout allègement. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs ouvrages qui ont traité ça. Bon, le mien, bien sûr, sur le sujet du concours complet, mais du cheval en général. L'article de Comity, qui est un article que vous trouvez sur Internet assez facilement, qui est sur l'athlète humain. Bon, les travaux remarquables de Jean-Marie Denoy, et puis un livre qui m'a beaucoup intéressé de Philippe Carle. Vous pouvez revoir les webconférences sur notre rubrique IFCE, notre offre connaissance, rubrique EquiVOD. Vous pouvez poser des questions complémentaires à l'issue de cette webconférence dans InfoAra IFCE. La prochaine webconférence aura lieu le 5 octobre sur le sévrage du poulain. Et la prochaine webconférence, puisque nous faisons une série de 20 webconférences cette année dans le domaine d'équitation, ce sera le plan de formation fédérale par Héloïse Legendre, le mardi 17 octobre. Et je vais